Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Denis Diderot, Traité du beau. Langres, 1713. Puis le Collège des Jésuites. Vocation philosophique en 1729. Lecture de Montaigne, Voltaire et Locke. À la notion d'un Dieu personnel, conscient, s'était substituée dans son esprit celle de la nature souverainement bonne et juste en ses compensations et ses harmonies insondables. Il s'associe à un grand projet en 1746 avec l'imprimeur Le Breton, traduire l'encyclopédie anglaise de Chambers. À la réflexion, il lui apparut que le développement incessant des sciences lui imposait un codirecteur et il choisit d'Alembert, réputé le premier mathématicien d'Europe. Il écrivit dans les Pensées philosophiques « Je suis chrétien car il est raisonnable de l'être ». Il était pris dans un mouvement de pensée qui ne lui laissait plus de répit. Arrestation de Diderot en 1749. Les libraires supplient de prendre en considération et de vouloir bien s'intéresser à l'entreprise la plus belle et la plus utile qui ait jamais été faite en librairie en sa qualité de directeur de l'encyclopédie. Denis Diderot rédige lui-même une demande de remise en liberté. 1750, achèvement des premiers articles de l'encyclopédie. Les souscriptions affluent. 1751, distribution du premier volume. Voltaire et Rousseau exultent. 2000 souscripteurs. 1754, distribution du quatrième volume et attaque des Jésuites. En 1758, Rousseau rédige la lettre à d'Alembert sur les spectacles. En 1759, le Conseil d'État retire à Diderot le privilège de l'encyclopédie. Diderot ne se décourage pas. Continuation clandestine de l'encyclopédie sans d'Alembert. Le Conseil d'État enjoint aux libraires de rembourser les souscripteurs. Aucun ne se présente. Condamnation de l'encyclopédie à Rome. Voltaire, en 1760, lance l'idée de la candidature de Diderot à l'Académie. Invitation de Catherine II d'aller finir l'encyclopédie en Russie. Impression clandestine des derniers volumes du texte. En 1764, la plus grande entreprise littéraire depuis l'invention de l'imprimerie fut livrée par la persécution à l'imbécibilité. Catherine II achète à Diderot sa bibliothèque. 1765, 20 ans de travail. 1778, mort de Voltaire et de Rousseau. 1783, mort d'Alembert. 1784, mort de Diderot. L'ouvrage n'est poursuivi grâce à l'énergie de Diderot. Il a été un sage et un fou. Il ne recherchait ni la fortune ni les honneurs. Et un fou car il a compromis à plusieurs reprises sa sécurité par pure passion intellectuelle. Réputation d'athée, primauté de la nature et perfectibilité de l'homme en tant qu'animal social. Il voulait rendre service à l'espèce humaine, et il s'en jugeait digne. Il méprisait l'argent comme de la boue. J'en donne sans demander de reçu, j'en reçois sans donner de quittance. Traité du beau. Les choses dont on parle le plus parmi les hommes sont assez ordinairement celles qu'on connaît le moins. Telle est la nature du beau. Presque tous sont d'accord qu'il y a un beau, et peu savent ce que c'est. Platon a écrit 2 dialogues sur le beau, le Phèdre et le Grand Hippias, enseignant plutôt que le beau n'est pas, ce que le beau n'est pas. Il parle moins du beau que de l'amour éternel qu'on a pour lui. Saint Augustin avait composé un ouvrage sur le beau qui est perdu. Rapport exact des parties d'un tout entre elles qui le constituent un, était le caractère distinctif de la beauté. La raison est que cela me plaît. Cela plaît car c'est beau. L'unité dans l'art est une loi inviolable. Unité d'un édifice pour être beau. La règle essentielle du beau est une certaine unité originelle. Augustin, c'est l'unité qui constitue la forme et l'essence du beau en tout genre. La beauté consiste dans la perfection, selon Wolff, qui produit du plaisir, la vraie,
et est une perfection réelle, et l'apparente qui naît d'une perfection apparente. Cela est beau, rapport d'un objet avec des sentiments agréables, signifie j'approuve ou qui me fait plaisir, selon Crousaz. La nature du beau est l'effet qu'on éprouve en sa présence. 5 caractères du beau, la variété, l'unité, la régularité, l'ordre et la proportion. Hutcheson, on ne demande pas ce qui est visible, car c'est ce qui est fait pour être aperçu par l'œil. Le beau est un sens interne, nous distinguons les belles choses. Notre âme est passive dans le plaisir et le déplaisir. Le sens interne est la détermination de l'âme à se plaire ou déplaire des formes ou des idées. En s'exerçant, nous transmettent des perceptions. Sens du beau et du bon venant de l'instruction et de l'éducation. Faculté de recevoir l'idée du beau ou du bon, vertueux, sens propre à goûter. Plaisir n'ayant rien de commun avec l'intérêt. Abandonner la nature à elle-même et le sens interne exerce son empire, le plaisir restant réel. Une philosophie austère, ennemie du luxe, brisera les statues, transformera nos palais en cabanes et nos jardins en forêts, mais n'en sortira pas moins la beauté réelle. Le beau absolu étant le beau par lui-même, sans aucun rapport à l'âme qui le voit et qui en juge. Le beau relatif est celui qu'on aperçoit dans les objets considérés comme imitations. Penchant que nous avons à la comparaison, André distingue le beau, essentiel, absolu, indépendant de toute institution, et un beau naturel, dépendant de l'institution du Créateur, mais indépendant de nos opinions et goûts. Enfin, un beau artificiel arbitraire, production mécanique comme nos parures, nos bâtiments ou nos jardins. Division entre un beau de génie, de goût et de caprice. André prétend qu'il n'y a qu'un beau dont l'utile est le fondement. Ainsi, tout ce qui est ordonné de manière à produire le plus parfaitement l'effet qu'on se propose est suprêmement beau. Le bel homme est celui le mieux proportionné à l'accomplissement des fonctions animales de l'homme. Augustin réduit toute beauté à l'unité. Platon propose d'enseigner la vérité à ses disciples. Wolff confond le beau avec le plaisir et avec la perfection. Nous naissons avec la faculté de sentir et de penser. Examiner ces perceptions, les unir, les comparer et les combiner. Les rapports dans les mœurs et le beau moral. Le rapport est une opération de l'entendement. C'est le peuple qui fait les langues, c'est aux philosophes à découvrir l'origine des choses. Placer la beauté dans la perception des rapports, fondement du beau. L'âme a le pouvoir d'unir ensemble les idées qu'elle a reçues séparément. Le beau n'est pas l'ouvrage d'une cause intelligente, mais dans le mouvement, multitude de rapports surprenants. La nature imite en se jouant des productions de l'art. Comme ce philosophe jeté par une tempête sur les bords d'une île inconnue. À la vue de quelques figures de géométrie, courage mes amis, voilà des pas d'homme, l'action de la cause fortuite, œuvre du Tout-Puissant. Denis Diderot, traité du beau. Merci.